Bonjour tout le monde. Pour me représenter à nouveau, je m'appelle Guillaume Bouchard-Labonté. Je suis candidat au doctorat en histoire. Je travaille en tant qu'adjoint des communications à la Fédération Histoire Québec depuis l'automne dernier et je cumule plusieurs années. Je travaille depuis 2017 environ dans les sociétés d'histoire, fondations à caractère culturel aussi, dans des postes de communication. Donc, je ne suis pas un spécialiste du marketing en tant que tel, mais j'ai quand même une certaine expérience qui est pertinente dans les sociétés d'histoire. Je vois qu'il y a une question ici à qui demander le lien. Envoyez-le-moi, envoyez vos questions par courriel. Je vais vous envoyer tout ça sous peu. Voilà. Ça, c'est pour ma présentation personnelle. On va voir aussi Dominique Dufault qui va avoir l'occasion de se présenter tout à l'heure, qui va assurer une partie vraiment technique et très intéressante, très fascinante de la séance de ce soir. Donc, merci beaucoup à Dominique d'être présent aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter tout à l'heure à tout le monde. Donc, je vais commencer la présentation, à partager mon écran dès maintenant. Et puis, on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter un petit plan de la présentation de ce soir. Tout d'abord, on va faire un petit retour sur les questions de la première partie. Il y a quelqu'un à la première séance qui avait posé des questions sur les formulaires, les outils de sondage. Donc, on va voir ça ce soir. On va en voir deux. SurveyMonkey et Google Forms, qui sont deux des plus populaires et des plus faciles à utiliser. Ensuite, Dominique Dufault va nous parler des images en filigrane. Donc, vraiment une présentation que j'ai très hâte de voir moi aussi. Et pour ce qui est de la troisième question, on avait posé quelques questions sur comment fonctionne le planificateur de Meta Business Suite. Plus précisément, la question c'était plus large, c'était comment fonctionne Facebook de manière générale. Donc, on a vraiment, vu qu'on a beaucoup parlé de Facebook dans la première séance, on va reparler plus du planificateur, qui est très simple, mais qui est un outil qui est sous-utilisé par les sociétés d'histoire, selon moi. Ensuite, dans la deuxième partie, on va parler des outils statistiques de Meta. Donc, tout ce qui est, encore une fois, de toutes les statistiques qu'on peut trouver sur Facebook, tout dépendant du type de page corporative que vous avez, que vous opérez. Et qu'est-ce qu'on peut déterminer à partir de ces statistiques-là pour nous permettre de créer un profil de public cible ou plusieurs profils de public cible et de personas différents. Donc, ça, c'est vraiment, ça va être l'objectif de ce soir, vraiment comme bien identifier notre public cible. Par la suite, en partie 4, on va présenter le travail pratique ce n'est pas complètement obligatoire, mais ce sera apprécié, que vous pouvez faire à partir de la maison après la séance de ce soir, puis qu'on va revoir ensemble à la troisième et dernière séance de cette formation. Donc, pour sauter tout de suite dans le cœur du sujet, donc, je vais commencer par présenter l'outil de Google Forms, qui est vraiment c'est l'outil le plus intuitif de sondage, selon moi, le plus facile à utiliser aussi. Tout ce que vous avez besoin, en fait, c'est d'une adresse Gmail. Puis, vous êtes déjà en affaires, vous pouvez tout simplement, très rapidement, utiliser cet outil-là. Donc, vous voyez, je suis sur mon compte Gmail ici. Pour accéder à Google Forms, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur les 9 points en haut à droite. Est-ce que tout le monde voit? Vous pouvez faire un oui ou un pouce levé. Donc, vous descendez complètement dans les options. Jusqu'en bas, vous allez sur Forms ici. Puis, ce n'est pas vraiment plus compliqué que ça. Donc, j'ai déjà des formulaires préparés ici. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est soit créer un formulaire à partir de zéro, un formulaire vide, et puis déterminer toutes les questions ici. Donc, vous pouvez ajouter une question, vous pouvez ajouter des questions à l'infini, en fait. Soit, tout simplement, vous créez un formulaire à partir d'un modèle déjà fait. Donc, ici, par exemple, on a un modèle où on vous demande vos coordonnées dans ce sondage. On a un formulaire d'inscription à un congrès, etc. Donc, c'est déjà là. Tous ces modèles-là sont déjà pratiques, utilisables, puis modifiables aussi. Donc, moi, j'ai créé à partir du formulaire vos coordonnées, j'ai créé un petit sondage très simple, donc qui porte sur le lexique culinaire québécois. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs formes de questions que vous pouvez utiliser. Puis, vous choisissez très simplement le type de questions, soit questions ouvertes, soit choix multiples, etc., dans l'onglet, la barre défilante ici. Donc, c'est très simple, puis vous pouvez moduler la question, aussi complètement changer la question à partir de l'onglet. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple à utiliser, c'est très intuitif. Puis, Google aussi utilise, va vous aider à
à l'aide de tutoriels à former ces formulaires-là. Donc, vraiment, c'est l'outil de base à utiliser. La Société d'histoire de Québec l'utilise pour ses quiz qui sont publiés après ça dans le Journal Le Soleil, je crois. Donc, c'est un outil qui est très, très populaire, très flexible aussi. Et puis, vous avez également, dans cet outil-là, vous avez accès directement aux statistiques. Donc, encore là, c'est très simple. Vous cliquez tout simplement sur l'onglet « Réponses » ici. Quand les gens commencent à répondre à votre formulaire, vous pouvez voir les résultats s'accumuler en direct. Donc, ici, vous voyez, bon, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Donc, à quel groupe d'âge appartenez-vous? Vous avez un graphique ici en forme de tarte, donc il vous permet d'établir des statistiques. Bon, vous pouvez voir aussi qu'il y a 75% des gens qui considèrent qu'un plat avec de la viande hachée cuite dans une croûte de pâte et une assiette à tarte, ça s'appelle une tourtière. Et seulement 25% ont dit un pâté à la viande. Ensuite, vous avez d'autres. D'ailleurs, j'ai demandé à mes amis au hasard de répondre, donc ce n'est pas un sondage représentatif du tout. Donc, vous avez ici, bon, vous avez la question pour ce qui est d'une tourtière à l'intérieur d'un plat en céramique profonde, donc ce qu'on appelle souvent une tourtière du lac Saint-Jean, ou une tourtière de cour, ou une cipaille ou une cipâte. Donc, ici, on voit que les réponses ont été très, très, très bien déterminées, très bien réparties. Puis ensuite, vous avez d'autres questions. Encore là, vous avez un graphique en forme de tarte. Ça, c'est créé automatiquement par Google, toutes ces images-là. Puis, vous avez aussi... ah oui, un autre détail. Si vous voulez fermer le sondage, si vous voulez le désactiver, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur ce bouton-là ici. Donc, les réponses ne sont plus acceptées. Si vous voulez rouvrir le sondage, vous recliquez ici, puis les réponses sont acceptées de nouveau. Donc, vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Ce qui est très bien aussi, c'est que vous pouvez copier directement un graphique à partir de ce bouton-là. Puis le graphique peut être ensuite recopié très facilement, recollé directement dans un PowerPoint ou un fichier Word. Donc, encore là, c'est simple comme bonjour. Si vous voulez partager un formulaire de Google, vous cliquez tout simplement sur le bouton « Envoyer » en haut à droite que vous voyez ici. Et puis là, vous avez le choix de l'envoyer par email. Moi, en général, ce que je fais, c'est copier directement l'adresse URL dans un message sur les réseaux sociaux ou par courriel directement. Donc, vous appuyez sur « Copier » ici, puis vous pouvez partager votre sondage à tout le monde. Donc, ça, c'est pour Google Forms. C'est extrêmement facile. L'autre outil que je voulais vous montrer, c'était SurveyMonkey, qui est un peu plus compliqué, un peu plus professionnel, je dirais. Donc, c'est à utiliser avec parcimonie si jamais vous êtes une non-initiée. Mais c'est quand même tout à fait utilisable. Entre autres, si vous détestez Gmail complètement, c'est l'outil à utiliser. La majorité des fonctions sont gratuites sur SurveyMonkey. Donc, bon, par exemple, ici, j'ai créé un profil au hasard. Donc, c'est le tableau de bord que vous avez en créant votre profil. Vous cliquez sur « Mes sondages ». Et puis là, ça fonctionne un peu comme avec Google Forms. Vous pouvez créer un sondage ou remodifier un sondage que vous avez déjà créé. Et là, vous avez toutes les étapes de la création du sondage puis de la récolte de résultats qui vont apparaître directement dans votre barre d'outils en haut à gauche ici. Donc, vous avez le résumé, évidemment, qui ne sert pas à grand-chose pour le moment. Vous avez concevé un sondage qui, là, vous créez les questions que vous voulez. Puis, c'est très simple, vous pouvez cliquer sur « Nouvelle question » ici, vous pouvez taper tout ce que vous voulez et puis choisir le type de réponse que vous souhaitez. Ensuite, bon, je vais aller directement dans « Collecter les réponses ». Donc là, ici, vous avez directement un lien, vous avez accès à un lien URL que vous pouvez copier, encore une fois. Très facile. Et puis que vous pouvez partager à tout le monde. Et pour fermer le sondage, vous cliquez sur « Ouvert » ici. Vous faites « Fermer le collecteur », puis à ce moment-là, le sondage est désactivé. Donc, vous voyez encore une fois, c'est extrêmement facile. Bon, tous les résultats, évidemment, c'est dans la section « Analyser les résultats ». Puis vous avez, encore une fois, accès à des tableaux que vous ne pouvez pas copier directement. Vous devez faire une capture d'écran pour avoir l'image. Mais quand même, c'est extrêmement simple d'utilisation. Puis ça vous permet d'avoir vraiment un sondage très rapide que vous pouvez présenter à vos membres ou aux gens de votre communauté pour déterminer quelles sont les habitudes de vos membres, quelles sont les aspirations de vos membres aussi.
ou pour faire, comme la Société d'histoire de Québec le fait, des quiz fascinants sur la question. Donc ça, c'est pour la première question qu'on avait posée. Qu'on avait posée pendant l'atelier. Ensuite, il y a une autre question. Oui, c'est ça. Donc, on va passer tout de suite à la séquence sur les images en filigrane qui va être proposée par Dominique. Donc, Dominique, tu peux ouvrir ton micro quand tu veux puis présenter. N'oublie pas de te présenter personnellement aussi. Oui. Bonsoir, je suis le coordonnateur de l'Association du patrimoine d'Elmer. On a eu dernièrement à ouvrir une nouvelle page Flickr. Donc, on s'est un peu interrogé sur la façon d'identifier nos photos. Et j'avais de l'expérience au niveau du droit d'auteur des photos du Musée de la Nature et du Musée de l'Histoire. Donc, j'ai réappliqué, j'ai refouillé dans mes formations pour en établir les nouvelles normes. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que je pense que mon micro n'est pas très, très fort? Ça va bien? OK. C'est parfait. Donc, vous voyez mon écran. Écoutez ça. Alors, c'est très facile aujourd'hui de partager sur les médias sociaux ou envoyer nos fichiers un peu partout à droite et à gauche là, en un clic, puis c'est parti. Et on dirait qu'avec ça, on a perdu un peu le réflexe qu'on avait avec les images analogiques. On n'allait pas poster des photos pas identifiées derrière là, sur des babillards publics que tout le monde peut partir un peu avec et les utiliser à leur guise. Donc, le numérique, c'est un nouvel outil, ce n'est pas des nouvelles pratiques. Alors, il faut juste se remémorer ça et puis réappliquer les réflexes là, qu'on avait dans la gestion de nos photos. Et puis, c'est facile justement parce qu'on peut mettre en ligne, faire des liens avec le cloud, avec Google Drive, avec Dropbox. Tu mets le lien vers tes images. Si tu ne fais pas attention, les images partent. Les banques d'images comme Flickr, justement, que j'ai mentionné, ou les médias sociaux. Donc, ce n'est pas le choix qui manque là, pour laisser partir nos images un peu n'importe où sans faire attention. Mais quand on a à partager ça sur des lieux, des sites comme ça publics, faire attention aux utilisations. Quand c'est de vous dire qu'ils s'acquièrent les droits d'auteur sur les photos, peut-être pas le bon endroit là, pour dire qu'on va partager ça. Il y a des paramètres par défaut qui, justement, permet aussi aux gens de dire ah, ben, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Non, non, vous devez configurer par vos propres préférences, pas les préférences par défaut là, qui sont très, très, euh, comment dire, en tout cas, qui permettent beaucoup de choses. Et jamais donner, bien sûr, accès aux fichiers maîtres. Toujours copie de diffusion. Que si vous avez votre Google Drive où vous mettez vos originaux, faites-vous des copies de diffusion et donnez accès à ces dossiers-là, pas les dossiers maîtres. Vous ne savez pas ce qui peut arriver non plus à vos fichiers maîtres. On parle d'archives ou d'orphelinat dans ce cas-là, c'est que justement, un centre d'archives va avoir ces mesures-là, tandis qu'un orphelinat, moi, j'appelle ça un orphelinat parce que c'est ah, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé l'image, j'ai trouvé ça sur Internet, puis ben, je n'ai pas trouvé c'était qui. C'est une image orpheline. Fait que je me suis attitré les droits de l'utiliser. Ben, c'est pour éviter ça qu'on va tenter de mettre des identifications sur nos fichiers, nos images. Donc, ça, c'est notre page justement Flickr. Et on peut voir une série de photos avec des informations qui sont visibles directement sur les photos. Donc, si vous regardez, il y a effectivement notre petit logo qui est tout discret, là, pas besoin d'être à la grandeur de l'image. Mais déjà, ça donne un indice que ah, ça doit appartenir à quelqu'un, ça. Alors, ça, c'est les filigrammes. Moi, j'appelle ça un tatouage. C'est un tatouage numérique. C'est appliqué directement sur l'image. Ça se lit, donc directement. C'est incrusté et incrustable par certains logiciels ou certains appareils. C'est sur tous les formats d'image. Et ça cause, par contre, plus ou moins d'altération à l'image. Tout dépendant de la grosseur qu'on décide de faire le filigrane, ça peut nuire à la lecture de l'image elle-même.
Donc, c'est un peu comme si on tatouait un numéro de série là, notre chat pour l'identifier s'il est retrouvé. Mais si on revient à notre page Flickr, il y a d'autres informations de droit d'auteur et de propriété qu'on peut intégrer, mais ces informations-là, dans le fond, elles sont invisibles. Si, par contre, on ouvre une de ces images-là, on va s'apercevoir ici qu'il y a les informations EXIF. Et là, on a justement différentes informations qui viennent de l'appareil, la façon dont c'est fait, et de la propriété intellectuelle. Alors, ce sont des métadonnées. Les métadonnées, c'est des petits blocs d'informations qui s'ajoutent aux informations de l'image proprement dite dans des formats TIFF et JPEG. Donc, c'est des informations que normalement vous devriez intégrer à vos fichiers maîtres, que ce soit JPEG ou TIFF, pour les avoir tout le temps. Donc, quand vous générez par la suite des copies de diffusion, ces métadonnées-là, normalement, devraient suivre dans les fichiers générés pour la diffusion. On va en reparler parce que c'est à faire attention, justement. Donc, ce sont des informations qui sont lisibles, mais indirectement, à l'aide d'une grande variété de logiciels, sont incrustés et incrustables par certains logiciels et certains appareils. Ils sont compatibles avec les formats JPEG et TIFF. Et par contre, les normes sont plus ou moins respectées. Entre autres, comme d'habitude, Windows a beaucoup de problèmes à uniformiser les champs avec le reste des IPTC, qui est le International Press, Technologie, Communication, quelque chose du genre. Donc, les mots-clés, entre autres, ne sont pas les champs que IPTC. Si vous rentrez des métadonnées, rentrez-les quand même dans les champs d'IPTC et pas dans les champs de Windows, parce que dans d'autres appareils ou dans d'autres logiciels, ces métadonnées-là ne seront pas lisibles. Donc, c'est un peu comme si on avait encore le chaton avec une puce. Donc, ça prend l'appareil pour lire justement la puce et l'identification de notre animal. Saviez-vous, entre autres, que ça, c'est différentes lectures justement où on voit les métadonnées dans le système d'information de Macintosh, ça, dans Photoshop Illustrator, je crois. Donc, vous voyez que l'information, il n'y a rien sur l'image telle quelle, mais si on va fouiller, il y a de l'information qui circule. Et une des informations qui est intéressante, quand on prend une photo, entre autres, avec un iPhone, c'est même certains appareils aussi, quand ils ont des GPS intégrés, euh, ça permet de relocaliser l'image où ça a été prise. Donc, si vous partagez certaines photos que vous avez prises et que vous ne voulez pas que les localisations soient intégrées, faites très attention d'aller effacer ces métadonnées-là avant de partager les fichiers. On peut aller voir maintenant comment aller intégrer les filigrammes, justement. Les filigrammes, on va d'abord intégrer les métadonnées dans les fichiers maîtres. Et bien que la suite de Adobe soit maintenant payante, Adobe Bridge est un logiciel qui est gratuit. Alors moi, j'utilise ça parce qu'on peut utiliser on peut rentrer les métadonnées de plusieurs images à la fois. Si je vais ici, on va ouvrir ces images-là. Voyez-vous ici à gauche, j'ai mes informations IPTC. Donc, dans les champs, je suis allé rentrer les informations, les mots-clés, mais aussi les informations sur le droit d'auteur ou les conditions d'utilisation. Ici, pour utilisation commerciale, s'il vous plaît, contactez l'APA, les crédits qu'on veut mettre, la source. Alors, c'est toutes des informations, ce qui peuvent être ajoutées à vos fichiers maîtres. Et quand vous faites des fichiers de diffusion, normalement, ces photos-là vont suivre. Et l'état des copyrights, bien, souvent, c'est des images du domaine public. Ça, j'en parlerai justement, c'était la dernière diapositive de ma présentation.
c'est pas parce qu'une photo est dans le domaine public qu'on ne peut pas charger des frais de reproduction ou de diffusion, d'utilisation. Donc, comment on fait pour mettre les métadonnées? J'ai d'autres photos. On va les rajouter, ces métadonnées-là. Excusez, j'ai perdu l'habitude des présentations. Bon, alors je sélectionne les photos que je veux rajouter, les métadonnées. Vous voyez, c'est pratiquement vierge. Il n'y a presque pas d'informations. Je peux rentrer à la mitaine chacun des champs. Tout ce qui est de fort avec Bridge, c'est qu'on peut intégrer, ajouter des métadonnées. Ajouter des métadonnées et on peut se faire même des genres de templates, des gabarits avec déjà les informations incluses. Et on peut les modifier. Il va les appliquer à chacune des photos. Donc, évidemment, ce n'est pas des photos du grand feu, je pourrais changer, mais on peut remplir et compléter et les enregistrer pour chacune. Ah, voilà, là, il les a remplacés. Donc, maintenant, j'ai toutes mes identifications pour mes droits d'auteur, mes informations, mon fond. Tout est là. Donc, c'est aussi simple que ça pour les métadonnées. Le logiciel gratuit qui est le meilleur pour l'instant, que je recommande, c'est vraiment Bridge, Adobe Bridge. Il faut ouvrir un compte Adobe, mais autrement, là, c'est gratuit. Bon, une fois qu'on a nos copies maîtres avec nos informations, nos métadonnées, d'ailleurs, si vous survolez, vous voyez, il y a quand même là, les mots-clés qui sont visibles aussi. Donc, les métadonnées de cette photo-là, dans Windows, il est capable d'aller voir les mots-clés et de trouver ces informations-là qui sont visibles. Pour générer les filigranes, on peut y aller à mitaine, une à une, par exemple avec Affinity Photo. Ça prend tout simplement un logiciel où on permet d'avoir des layers, des calques pour être capable de rajouter les filigranes. Je vais revenir encore avec les fichiers ici. Si je prends celle-là, par exemple, avec Affinity Photo, ce ne sera pas très long. Là. OK. Donc, vous voyez ici, j'ai de l'interférence avec les. Okay. Vous avez les calques. Alors, si on fait un nouveau calque, on va ouvrir qu'on veut ouvrir comme logo, comme filigrane. Alors, j'ai mon logo. Il faut que ce soit en PNG ou en EPS. Ça permet la transparence. Là, vous n'aurez pas un carré blanc avec l'image, mais vraiment juste la silhouette. Voilà. On fait, c'est qu'on copie cette image-là, copie, et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il met en arrière-plan. Ça n'a pas se poser. Désolé. OK, je vais aller vous le montrer aussi avec Photoshop Éléments. Peut-être que ça va aller mieux, là, parce que ça fonctionnait tout à l'heure. Photoshop Éléments. Maintenant, lui, il n'est plus disponible en logiciel, donc c'est un abonnement, mais c'est un autre logiciel qui permet d'avoir des layers. OK.
Il y a déjà. OK, parfait. Et on va réouvrir mon logo. Voilà. Alors, je le copie et en l'appliquant dessus, copie. Voilà, il est ici. Il faut évidemment déterminer la grosseur qu'on le veut, préparer son PNG. Si on sait, par exemple, que la plus longue longueur va avoir 3000 pixels, on peut déterminer que notre petit logo va avoir 30 par 30 pixels, donc représenter X%, pour toujours avoir la même grosseur aussi par rapport à vos images. Alors, vous voyez le calque original, puis le calque avec le logo. Ça, vous voyez que ça peut être pénible là, si on a plusieurs dizaines, centaines d'images. C'est vraiment pas la meilleure façon. Il y a certains logiciels qui permettent de faire ça en série. Par exemple, XNView, qui est gratuit sur PC, qui est vraiment la meilleure façon, la plus rapide, la plus efficace pour faire ce travail-là en batch. Il s'agit simplement de rajouter des photos. Alors, je vais vous dire pour celle-là, Antif, tu vas aller me convertir ça. Transformation, je vais lui dire, tu me rajoutes un filigrane. On va lui chercher l'image qu'on veut rajouter sur le bureau. Je prends mon logo PNG encore. Et je lui dis, je veux ça en bas à droite avec, mettons, 10 pixels. Et 10 pixels. On va lui dire ensuite que tu vas enregistrer ça dans mon dossier. Oups. Dossier, quelle est l'exportation? Oui, c'est ça. Et ensuite, lancer. Bon, pour faire du mal. Mais je vous jure que ça marche. J'ai pas le. On vous croit, Dominique. Non, mais c'est frustrant. Là. Je m'offre pour faire une démonstration, puis ça ne marche pas. De toute façon, je ne veux pas faire perdre plus de temps, mais allez voir XNView. C'est très facile à fonctionner normalement. Il va les convertir. Une fois converti, dans le fond, ce que ça va donner, si on revient ici, et que je l'ouvre, par exemple, avec ce que je veux montrer surtout. C'est que les métadonnées sont conservées avec XNView. Si on va avec Pixillon, qui est un autre logiciel gratuit et qui offre de rajouter des métadonnées, des filigrammes, ce qui arrive, c'est quand il le fait, il efface les métadonnées. Donc, dans ça, j'ai pas. Pour venir chercher ceux avec les. OK. Donc, mes tifs ici, j'ai mes métadonnées dedans. Si je fais modifier filigrane, image filigrane, voilà. Alors, vous voyez, j'ai mon petit logo encore là. Je fais OK. Convertir. OK. Je vais les ouvrir avec mon bridge. Vous allez voir, il a effacé les métadonnées. Donc, j'arrive avec des photos qu'il n'y a plus. On les voit avec des tifs, les informations sont là.
Mais si on va chercher Pixillon, les métadonnées ont disparu. Donc, faites bien attention si vous utilisez les logiciels qui offrent de faire le filigrane. Si vous intégrez vos métadonnées avant, que ces métadonnées-là soient conservées dans la conversion. Parce que ce n'est pas tous les logiciels qui font ça. C'est désagréable qu'entre-temps, les métadonnées disparaissent. Si vous prenez le temps de vous monter un gabarit avec avec toutes les informations que vous avez besoin, ce n'est pas très agréable quand on voit le travail disparaître. Donc, une dernière petite note justement sur les frais de domaine. On s'est posé souvent la question parce que les gens nous disent, ouais, mais c'est dans le domaine public, pourquoi vous. Ça n'arrive pas. Il y a du travail à faire justement pour numériser, pour nettoyer les photos, pour mettre les métadonnées. Donc, ça, c'est des coûts pour les petits organismes comme nous, des fois, qui c'est lourd à assumer. Donc, c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. C'est tout simplement des frais d'utilisation ou de reproduction, même si c'est des images dans le domaine public. Et bien voilà, c'est tout. C'est rapide, je m'excuse, ça a plus ou moins bien fonctionné, mais ça vous donne une meilleure idée là, de comment faire les métadonnées sur les images et vous protéger contre le mauvais usage. Bien, merci beaucoup, Je Dominique. laisse à nouveau. Moi, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que Oui, Affinity Photo est gratuit? Affinity Photo n'est pas gratuit, mais il est ridiculement peu cher. Je crois qu'il est à 70 pour un one-shot. Ce n'est pas un abonnement mensuel. Et vous avez aussi Affinity Design, qui est l'équivalent d'Adobe Illustrator, et Affinity Publisher, qui est l'équivalent d'InDesign. Donc, vous avez une suite là, pour à peu près 250 qui est l'équivalent peut-être d'un Adobe suite de 3 ou 4 versions précédentes. Donc, moi, je trouve que c'est un investissement pour un petit organisme là, qui est très intéressant. Puis j'ai essayé de vous montrer d'autres logiciels qui étaient gratuits, donc Bridge et puis XNView. XNView, je n'ai pas compris comment sur le Mac, il gère les métadonnées. On dirait qu'il est bien dans des fichiers à part, tandis que sur PC, ça fonctionne bien. Donc, XNView, je ne le recommande pas pour le Mac où je n'ai pas compris exactement pourquoi il ne met pas directement dans les fichiers. Si vous expérimentez, vous trouvez la réponse. Ça va être intéressant de partager. Une autre petite question avant Oui, qu'on repasse à la oui, prochaine, à la prochaine section. Est-ce que, juste pour être certain, est-ce que quand oui, on partage une photo sur Facebook, est-ce que les oui, méthodes données disparaissent nécessairement? oui. Sur Facebook, OK. oui. Plusieurs médias sociaux éliminent ça, les métadonnées. Ça, c'est très désagréable. C'est pour ça que les deux formes de tatouage, à la fois le filigrane et les métadonnées, c'est intéressant. Flickr conserve les métadonnées, comme je vous ai montré. Donc, avoir des bases comme ça, il y a P-Base, il y a quelques-unes des autres endroits où on peut avoir des comptes et mettre nos galeries de photos. Euh, je crois aussi qu'InfoK, lorsqu'il génère les copies de diffusion, il va rajouter le filigrane et il respecte aussi les métadonnées. Il faudrait demander avec M. Calais, là, mais je crois qu'InfoK aussi respecte la conservation des métadonnées. Ben, merci beaucoup, Dominique. C'était franchement un exposé super intéressant. Et Merci. ça fait vraiment plaisir de te recevoir ce soir pour nous expliquer tout ça. C'est quand même un contenu assez technique, puis c'est pas tout le Oui. monde qui a accès à Et ces informations-là. n'hésitez pas à me contacter aussi. Là, j'ai mis les informations. Je vais faire suivre le PowerPoint. Si, Je si serai tu le plus permets, relax, moins stressé, puis ça ira mieux. si tu le permets, on peut partager ton adresse courriel dans le courriel Oui, de référence qui va être oui, envoyé après la séance, probablement demain matin ou demain oui. Et en tu as cours déjà de aussi le journée. PowerPoint, là, tu peux le faire suivre. Voilà, ça marche. Merci beaucoup. Donc, on va revenir, on va passer à la prochaine section euh, sur le planificateur de Meta Business Suite, qui était une des dernières questions qu'on avait reçues au cours de la séance précédente et qu'on a décidé de répondre de manière plus extensive.
Donc, quand vous arrivez sur votre page Facebook, le planificateur de Meta Business Suite est situé à la gauche ici, dans votre tableau de bord professionnel. Donc, en passant, cette page-là est une page imaginaire. Il n'y a personne qui suit cette page de Sauvon, le vieux pénitencier. Euh, donc, c'est un outil qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est sous-estimé par beaucoup de sociétés d'histoire, par beaucoup d'organismes à caractère culturel aussi. On a tendance à faire un peu comme on faisait il y a quelques années, puis tout simplement partager les photos, les publications directement là, sans les planifier bien à l'avance. Donc, on clique sur le planificateur ici, puis on arrive directement ici sur un calendrier jour après jour. Donc, vous voyez ici, dans ce cas-ci, ça, c'est le planificateur de la Fédération Histoire Québec. Donc, on a vraiment beaucoup de publications qui sont surtout assurées, qui sont surtout publiées par Jean Rérigadi, qui est notre directeur adjoint, qui fait un très bon travail sur la page Facebook. Donc, on a 2 types de publications, en fait 3 types. Plus précisément, vous voyez ici un petit logo Facebook. Donc, on a des publications qui sont directement publiées sur Facebook. On a des publications aussi qui sont partagées sur Instagram en simultané. Donc, un rappel très, très intéressant, très important. Instagram et Facebook font partie du réseau Meta, qui est la grande entreprise de Mark Zuckerberg. Donc, ils ont décidé de raccorder les 2 réseaux sociaux pour pouvoir faire des partages simultanés sur les 2 plateformes. Donc, tout ce qui est en vert ici, c'est des publications régulières et permanentes. Et tout ce qui est en rouge, c'est les stories, donc qui durent environ 24 heures. Donc, c'est une façon d'identifier facilement quel type de publication on a sur le calendrier. Et puis, pour créer une publication, c'est très simple. On clique directement dans un espace vide le jour où on veut publier en question sur le calendrier. Et puis, ça nous arrive vers un menu assez simple à opérer aussi. Donc, vous avez le texte ici. Vous pouvez ajouter une photo, ajouter une vidéo ou d'autres types de contenus. Et puis, ce qui est intéressant, si jamais vous avez un compte Instagram avec votre compte Facebook, ce n'est pas le cas de toutes les sociétés d'histoire, mais si ça vous tente de le faire, c'est vraiment une plateforme intéressante à utiliser. Donc, vous pouvez connecter Instagram et votre compte Facebook directement à partir de l'outil du planificateur. Donc, vous cliquez ici, puis Instagram et Facebook vont se connecter. Puis, l'application va vous aider étape par étape à vous connecter. Ce qui est important à savoir, par contre, ce qui n'est pas explicité de manière vraiment claire dans le planificateur, c'est qu'il faut avoir des droits de propriétaire sur la page Facebook pour pouvoir connecter la page Facebook avec un compte Instagram. Si vous êtes simplement administrateur ou administratrice, ce ne sera pas suffisant. Et bon, tout simplement, la différence entre un propriétaire et un administrateur, en général, le propriétaire de la page Facebook, c'est la personne qui a créé la page Facebook au départ. Donc, c'est un détail très important. On a gossé là-dessus pendant des heures à la FHQ pour pouvoir se rendre compte que finalement, on n'avait tout simplement pas les bons pouvoirs d'administrateur. Donc, c'est un détail à savoir. Quand votre page Facebook est connectée à votre page Instagram, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Vous pouvez le faire tout simplement, faire des publications sur Facebook. Vous pouvez moduler le texte. Vous pouvez reproduire la même publication sur Facebook et Instagram et publier en même temps la même publication, mais vous pouvez aussi changer le texte légèrement pour être certain qu'il est adapté aux spécificités du réseau social en question. Donc, vous avez ici l'onglet Personnaliser la publication pour Facebook et Instagram. Vous appuyez sur Facebook, vous écrivez un texte. Vous appuyez sur Instagram, vous avez un texte différent si vous le souhaitez. Ici, j'ai pris un petit exemple assez amusant où on voit Camille Sanson en train d'applaudir pendant un discours. Donc, le texte que j'ai choisi pour Facebook, c'est sur cette photo, Camille Sanson, 1935-2012, chef du ralliement créditiste du Québec, est heureux et applaudi pendant un discours. Pour en savoir plus, et là, vous avez un lien. Rappel important, que je pense que j'ai fait ce rappel à peu près 10 fois, les liens ne sont pas cliquables sur Instagram, ils sont seulement cliquables sur Facebook. Donc, ça, c'est une des grosses différences que vous allez avoir dans une publication sur Facebook puis Instagram quand vous voulez diffuser des photos. Donc, dans la version Instagram, le texte est un peu plus court en général. Instagram favorise les textes plus courts parce que vraiment, on est centré sur l'image, sur le visuel. J'ai mis moins de détails, mais je n'ai pas mis lien, j'ai mis lien en bio, voir lien en bio. Donc, pendant la première séance, si vous vous souvenez bien, j'ai présenté l'outil Linktree qui permet de renvoyer les gens vers une plateforme différente qui va vous permettre de cliquer sur divers liens
pour vraiment bien réorganiser vos affaires sur Instagram. Donc, ça, je vous incite vraiment à revoir la première séance pour parler de Linktree. Si vous n'avez pas assisté à la première séance, vous pouvez poser des questions à la fin aussi sur Linktree spécifiquement. Donc, vous mettez toujours lien en bio. Les gens ont l'habitude de voir l'expression « voir lien en bio ». Donc, les utilisateurs et utilisatrices d'Instagram ne vont pas sursauter quand ils vont voir cette expression-là. Vous pouvez mettre un petit emoji aussi, un petit émoticône de doigt qui pointe vers le haut pour rappeler aux gens que le lien de la bio est en haut de page. Il y a un petit problème, par contre, dans cette image-ci, c'est que les proportions sont jugées incorrectes. Donc, ça va vous arriver souvent si vous voulez partager une photo sur Facebook et sur Instagram simultanément. Instagram ne permet pas la publication de photos sous n'importe quel format, sous n'importe quelle proportion. Instagram a vraiment là, des critères spécifiques pour diffuser des photos. Donc, si vous voulez diffuser la même photo Facebook, aucun problème, vous pouvez faire le format de photo que vous voulez. Mais si vous voulez publier sur les deux plateformes, à ce moment-là, il faut recadrer votre photo pour qu'elle soit conforme à Instagram. Puis donc, c'est très simple de le faire. Tout ce que vous faites, c'est vous cliquez ici sur le petit bouton avec un crayon. Vous recadrez la photo selon les cadres déjà établis par Instagram. Et puis, vous faites appliquer. À ce moment-là, soyez bien certaine que l'essentiel de la photo reste visible parce que souvent, on préfère que les photos soient intégrales, soient présentées de manière intégrale. C'est une règle assez populaire en archivistique. Donc, ensuite, vous pouvez directement publier sur Programmer. Puis, la publication va apparaître directement dans votre calendrier. Donc, c'est une méthode très simple de réorganiser ses idées et aussi de centraliser un peu l'information parce que souvent, bon, on a un calendrier de publication à côté dans un fichier Word ou Excel, puis on a un autre calendrier ailleurs. Bien, ici, on a un calendrier qui est déjà clair, facilement modifiable devant nos yeux. C'est un outil qui est formidable. Donc, voilà pour les questions qu'on s'était posées pendant la séance précédente. Donc, je vais passer dans la deuxième séquence, dans la deuxième section, dans la deuxième grande section de la formation qui est les stratégies et l'utilisation des statistiques dans la Meta Business Suite. Si j'ai choisi la Meta Business Suite de Facebook et Instagram, c'est surtout parce que c'est la plateforme qui est utilisée par la vaste majorité des sociétés d'histoire et centres d'archives du Québec. Il y a beaucoup moins de comptes Twitter. Il y en a quelques-uns quand même, mais il n'y en a pas énormément. Idem pour les comptes Mastodon. Si vous vous souvenez de la première séance, j'ai défendu beaucoup cette plateforme-là, mais elle n'est toujours pas très utilisée par les sociétés d'histoire, malheureusement. Donc, sur Facebook, si vous avez une vieille page d'entreprise, il y a des très fortes chances que vous ayez accès à plus de statistiques que si vous avez une page relativement récente. Je vais parler un petit peu plus tard de ce type de page-là, qu'on opère, entre autres, à la Fédération Histoire Québec, mais c'est le cas de beaucoup quand même d'organisations. Je vais parler des pages plus simples qui sont souvent opérées par des petites organisations qui viennent de se construire un compte Facebook. Malheureusement, dans ces pages-là, on a accès à un petit peu moins de statistiques, mais c'est quand même très intéressant ce qu'on peut découvrir à partir de ces pages-là. Donc ici, j'ai encore une fois la page du Sauvon, le vieux pénitencier, un magnifique établissement patrimonial sur l'île Jésus, d'ailleurs, que je vous souhaite de découvrir un jour si jamais vous avez l'occasion. C'est pas très compliqué d'aller chercher des statistiques, c'est dans l'onglet ici à gauche. À partir de cet onglet-là, il faut avoir des statistiques des statistiques relativement synthétiques sur qui vous suit sur votre compte Facebook. Mais si vous allez directement dans le Meta Business Suite, ici, donc juste en bas des statistiques complètement, vous allez avoir accès à un outil statistique qui est un petit peu plus complet quand même. Donc, vous avez par exemple ici là, la couverture de la page Facebook. Est-ce que beaucoup de gens ont visité votre page? Est-ce que beaucoup de gens ont liké votre page, etc. Donc, ça, c'est des statistiques quand même assez intéressantes qu'on peut trouver dans la section résultats ici. Par contre, moi, je voulais qu'on s'intéresse aujourd'hui beaucoup plus à la section audience, parce que c'est l'audience qui va vous permettre d'établir votre public actuel et éventuellement votre public cible, si jamais vous ne l'avez pas encore déterminé de manière vraiment sérieuse. Donc, dans la section audience, vous avez les mêmes statistiques un peu tout à l'heure que je vous ai montré sur l'autre onglet statistiques. Vous avez les groupes d'âge, le genre affiché et
la localisation géographique. Et ça, évidemment, ce n'est pas des détails très exhaustifs sur votre public. Par contre, ça donne déjà des informations assez intéressantes, là. Juste le groupe d'âge vis-à-vis le genre de la personne qui vous suit. Ça, c'est quand même intéressant pour comprendre exactement qu'est-ce qui fait réagir qui. Est-ce que notre page est, par exemple, est-ce que notre page est plus populaire auprès des hommes et des femmes, mais si la page est plus populaire auprès des femmes, est-ce que c'est des femmes d'un certain âge? Est-ce que c'est des femmes beaucoup plus jeunes? Donc, toutes ces affaires-là nous permettent de comprendre vraiment qui nous suit statistiquement, parce que bien sûr, on peut aller directement voir sur les publications qui like, qui aiment nos publications, mais ça, c'est un outil supplémentaire vraiment statistique, vraiment intéressant. Juste attirer votre attention aussi sur la provenance des villes. Donc ici, c'est la page des éditions Histoire Québec. Donc, on voit vraiment qu'on a une bonne grosse représentation de Montréal. Donc, si vous allez voir dans vos onglets statistiques, vous allez sans doute tomber sur des résultats qui reflètent les activités de votre communauté locale aussi. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez poser des questions sur comment ça se fait qu'on rejoint des gens de l'extérieur plus que les gens de notre propre communauté. Donc, c'est un détail intéressant à voir quand on regarde ces statistiques-là. Voilà, c'est la même chose que tout à l'heure. Pour ce qui concerne les plus vieilles pages de type commercial et les vieilles pages d'organisation, vous avez deux sortes de statistiques différentes. Donc, vous avez les statistiques qu'on a vues, donc l'outil statistique qu'on vient de voir, qui est accessible à partir d'ici, dans le menu de gauche, et à partir du menu de Meta Business Suite. Donc, on a des statistiques qui sont vraiment intéressantes sur les groupes d'âge, mais on n'a pas d'idée claire de la croissance de la page. Sur ces vieilles pages-là, vous avez l'onglet statistique ici, la section statistique qui est beaucoup plus intéressante pour vérifier si votre page est plus populaire qu'il y a 2 mois ou 1 mois. Donc, si vous cliquez sur cet onglet statistique-là, vous avez accès. Là, j'ai enlevé les informations parce que je ne veux pas vous dire combien on a d'abonnés. Mais on a vraiment une belle pente montante qui montre le nombre d'abonnés puis le nombre de mentions j'aime sur notre page. On a aussi, très intéressant, les données sur les gens qui se désabonnent de notre page. Donc, si par exemple, on a une publication qui est un peu controversée, il y a des chances que les gens se désabonnent, puis on peut voir en direct si les gens se sont désabonnés ou s'ils n'ont pas été suffisamment choqués pour pour nous prendre en grippe. Donc, ça, c'est un outil assez intéressant aussi. Malheureusement, bon, cet outil-là ne nous permet pas de déterminer exactement quel genre de personne vient visiter notre page Facebook. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du premier onglet, du premier outil statistique. Ce qui est vraiment intéressant et qui est sans doute pas beaucoup utilisé ni très connu, c'est qu'en général, tous les gens cliquent sur Audience actuelle pour savoir qui nous suit, mais il y a l'onglet Audience potentielle aussi, qui est franchement intéressant. L'audience potentielle, ça nous permet de voir qui pourrait nous suivre. Donc, dans le cas des éditions Histoire Québec, Facebook considère qu'on a une audience potentielle de 24 millions à 29 millions de personnes, qui est un peu gonflée. Évidemment, ce n'est pas du tout le cas qu'on a accès à toutes ces personnes-là. Mais c'est un calcul statistique que Facebook fait automatiquement. Donc, il ne faut pas croire exactement à 100% tout ce qui est suggéré par Facebook. À votre droite, ici, vous avez Centre d'intérêt. Vous savez que Facebook recueille toutes nos données de manière assez intrusive et on n'est pas certain que c'est absolument légal ni éthique de le faire, mais de notre côté, en tant que gestionnaire de page Facebook, ben, on a accès à certaines de ces données-là. Donc, ça nous avantage un peu, qu'on le veuille ou non. Si vous cliquez sur Centre d'intérêt à droite, vous pouvez déterminer quel est le potentiel de votre audience qui ont ces centres d'intérêt-là. Ça, c'est vraiment très intéressant. Par exemple, quand on tape patrimoine culturel, on peut voir que les gens qui ont sur Facebook comme intérêt le patrimoine culturel sont à 62,8 des femmes et à 37 des hommes. Et on voit aussi qu'il y a une croissance nette, que le groupe le plus représenté, mais de loin, ce sont les femmes de 55 ans à 64 ans. Donc, ça, c'est vraiment un détail intéressant. Parce que ça suggère que si jamais vous faites des publications sur le patrimoine culturel, il y a des bonnes chances que ça intéresse beaucoup de femmes de cet âge-là et de manière beaucoup plus marginale les gens de 18 à 24 ans. Donc, si jamais votre groupe cible, c'est par exemple les 18 à 24 ans, bien, votre intérêt, ce n'est pas nécessairement de produire beaucoup de publications sur le patrimoine culturel directement.
selon le calcul que Facebook fait. Évidemment, ça, c'est encore là, il faut prendre un grain de sel parce qu'il y a des choses qui ressemblent à du patrimoine culturel qui ne sont pas nécessairement uniquement du patrimoine culturel, qui peuvent être consensuels, qui peuvent plaire à tout le monde. Si on cherche le centre d'intérêt archéologie, par contre, là, on a un portrait un peu différent. Encore une fois, les 18 à 24 ans sont très sous-représentés. Mais là, dans cette situation-là, les gens qui ont pour intérêt, centre d'intérêt, l'archéologie, ce sont surtout les hommes à 51 %. Et le groupe le plus représenté, c'est les hommes de 35 à 44 ans. Donc, vous voyez qu'à partir de tous ces centres d'intérêt-là, on peut déterminer, OK, ce type de publication peut potentiellement plaire à certains publics. Cet autre type de publication peut plaire à certains autres types de publics. Donc, ça, c'est vraiment des données intéressantes qui peuvent nous permettre de déterminer exactement qu'est-ce qu'on veut faire, à qui on veut s'adresser ou à qui on s'adresse en ce moment avec nos publications. Puis de trouver des petits indices ici et là qui nous permettent de vraiment créer une image générale, globale de ce qu'on veut faire avec notre page Facebook, de nos objectifs et puis de l'efficacité potentielle de nos publications. Même si, comme je l'ai dit 10 fois, je vais leur dire encore, même s'il n'y a absolument rien de certain, si on module nos publications selon certains sujets, si on s'attarde à certains détails, il y a des bonnes chances que, évidemment, ça plaise à des groupes diversifiés. Donc, à partir de ces données-là et de notre réflexion, également de la connaissance qu'on a de nos propres membres et de notre propre public, de manière générale, donc de notre expérience vraiment plus personnelle, plus intime de notre société d'histoire ou de notre centre d'archives, on peut créer des groupes cibles, ce qui peut... c'est clair qu'en partant, une société d'histoire, un centre d'archives, surtout une société d'histoire, c'est aussi un club social. Donc, c'est une organisation qui vit de ses membres. Ce n'est pas nécessairement une organisation qui va partir de zéro. Donc, les techniques de marketing sont à prendre à la légère aussi, c'est-à-dire avec un grain de sel. Donc, on ne veut pas nécessairement, dans toute société d'histoire, on ne veut pas nécessairement atteindre le 3/4 du Québec. Mais par contre, avec certaines publications, des fois, on aime ça quand il y a beaucoup de gens qui les voient. Donc, quand on parle d'un groupe cible, évidemment, quand on parle d'un groupe cible, on peut avoir différents objectifs. On peut avoir différents objectifs aussi sur le plan chronologique. Donc, dans 6 mois, ça se peut qu'on cible certains groupes, mais dans 8 mois, ça se peut qu'on change puis qu'on s'attarde à un autre groupe. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte quand on crée ce type de groupe cible-là. Donc, il y a un outil marketing et communication qui est souvent utilisé pour bien définir, bien cerner les groupes cibles. C'est un outil qui n'est pas extrêmement connu de manière générale par les gens ordinaires, mais c'est un outil qui revient sans arrêt dans la réflexion sur le marketing puis la communication. Si jamais vous avez des partenaires qui sont des partenaires corporatifs, publicitaires ou même municipaux, souvent, ils vont avoir des spécialistes du marketing avec qui vous allez vous entretenir. Je pense que la BANQ donne de temps en temps, en tout cas, c'était le cas vers 2018-2019 quand je travaillais en société d'histoire. La BANQ était venue nous visiter pour nous suggérer des types de financement alternatif. Donc, c'est bon d'avoir cet outil-là qui s'appelle la persona. Là, je ne sais pas si ça sonne des cloches à quelqu'un ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, dans toutes les organisations dans lesquelles j'ai travaillé, il n'y a jamais personne qui m'a demandé de créer des personas. Souvent, c'était nos partenaires de marketing qui arrivaient avec des personas toutes faites ou qui nous demandaient de les aider à créer des personas. Une persona, c'est une personne fictive qui est dotée d'attributs et de caractéristiques sociales et psychologiques qui représentent le groupe cible. Donc, ça permet essentiellement de faire 3 choses. Ça permet de fournir un modèle d'utilisateur à nos partenaires ou à nous-mêmes ou à nos employés. Ça permet de renforcer la communication au sein de l'équipe de conception de publicité, de contenu, etc. Et ça permet aussi de faciliter la prise de décision parce que ça transforme l'abstrait d'un groupe très large en concret, qui est une personne, qui est un auditeur ou une auditrice à laquelle ou auquel on va s'adresser directement, de manière fictive, évidemment. Donc,
j'espère que je suis clair jusqu'à maintenant pour expliquer cette notion-là. Vous allez voir, on va vraiment être très concret. Si jamais vous voulez vraiment une base beaucoup plus théorique sur la question, il y a un article de la revue du bulletin psychologique, du bulletin de psychologie 2013 qui explique ça de long en large, les effets sur le marketing, etc. Donc, je peux vous fournir le lien si vous voulez aussi. C'est un article qui est en consultation gratuite sur karen.info. C'est là-dessus que j'ai pris la définition de la persona. Donc, autrement dit, c'est un outil pratique à l'interne qui permet d'établir le profil type d'un sous-groupe qui fait partie de notre public actuel ou de notre public qu'on veut rejoindre, qu'on ne rejoint pas encore. C'est un personnage fictif auquel on s'adresse et c'est fort agréable et utile à concevoir. Donc, j'ai créé une espèce de petit concept fictif ici, une société d'histoire fictive, du moins j'espère. J'espère que je ne suis pas en train de marcher sur les pieds de la Société d'histoire de Saint-Louis de Blandford en inventant tout ça, en inventant ce scénario. Donc, j'ai créé, pour vous mettre vraiment, pour vous montrer à quel point ça peut devenir concret, cette histoire-là, j'ai créé une fausse société d'histoire à Saint-Louis de Blandford qui est stratégiquement située entre Davelueville, Princeville et Saint-Rosaire, qui sont trois magnifiques cités de millions d'habitants au centre du Québec. Et Saint-Louis de Blandford se pose des questions sur qui rejoindre, quel est le potentiel quel est leur potentiel de public cible sur les réseaux sociaux. Donc, à partir de leurs données que je vous ai montré un peu tout à l'heure, donc à partir de leurs données de réseaux sociaux et du potentiel d'audience qu'ils ont vérifié dans leurs données, etc., et de leur expérience personnelle aussi, ils ont créé 2 profils. Donc, le premier profil, c'est celui de Jeanne Desjardins. Donc, vous voyez que ces profils-là ont un nom spécifique. Souvent une photo également. Donc, dans ce cas-ci, c'est une photo qui a été créée par une intelligence artificielle. Ce n'est pas du tout une photo d'une vraie personne. Ou encore, c'est une photo de 150 personnes différentes qui sont vraiment fusionnées en une seule. Donc, quand on crée une persona, on crée en général une image. On n'est pas obligé, mais c'est quand même pratique et sympathique à avoir. Donc, dans ce cas-ci, Jeanne Desjardins a 56 ans. On lui donne un emploi aussi, donc dans ce cas-ci, consultante en relations en ressources humaines. Et elle provient de Davelueville, au centre du Québec. Donc, son village est voisin de celui de Saint-Louis de Blandford. Elle a une éducation de baccalauréat. Et quand on crée une persona aussi, en général, on crée quelques petites notions, quelques petites notes biographiques, mais encore là, ce n'est pas obligé d'aller vraiment en profondeur. Ici, j'en ai vraiment mis beaucoup. Donc, je dis, Jeanne est une femme dynamique et compétente qui a choisi une carrière en RH et mis ses véritables passions de côté. Donc, ses enfants sont partis et elle a soudainement beaucoup de temps libre pour mener ses propres recherches, satisfaire sa curiosité légendaire et s'impliquer dans sa communauté. Donc, ce qu'elle aime, l'histoire culinaire québécoise et les gâteaux aux fruits. Encore là, bon, les gâteaux aux fruits, ça n'a pas rapport, mais c'est une histoire, c'est une opinion absolument pas contestable. Donc, je me suis dit que ça faisait bien dans la persona. Elle n'aime pas les gros mots et la coriandre. Donc là, malheureusement, la fiche est un peu coupée s'il y avait plus de contenu en bas. Mais donc, j'ai ajouté ces objectifs qui sont démystifier l'origine de la tourtière du lac Saint-Jean et possiblement écrire un livre sur le sujet. Donc, ces objectifs-là, ça peut être un petit peu plus large aussi. Ça peut juste être mis en connexion avec l'histoire locale, ce genre de choses-là. Vous pouvez ajouter d'autres détails aussi, je vais les montrer à la fin totalement. Vous pouvez aussi googler juste persona, puis vous allez voir plein d'exemples différents de persona selon l'approche de marketing. Donc, ça, c'est un truc que vous pouvez faire prochainement. Deuxième profil que j'aime bien aussi et qui est totalement différent. Donc, ici, on a un profil de jeune homme qui s'appelle William Poitras-Girard. Donc, William, lui, c'est un jeune professionnel qui travaille au service d'archives d'une petite ville. Il n'y a ni conjointe ni enfant. Et il est passionné par tout ce qui touche à l'histoire. Donc, il était anciennement guide touristique à Parc Canada. Il y a du temps libre, surtout la fin de semaine. Donc, comme il est en début de carrière, on peut présumer que ce genre de profil de personne-là pourrait, par exemple, être intéressé à un rôle dans un conseil d'administration pour pouvoir garnir son CV et éventuellement, peut-être, le sait-on,
on ne sait jamais, avoir une promotion dans son propre emploi grâce à son CV très fourni en travail bénévole. Donc, c'est le genre de profil qu'on peut créer qui nous permet de vraiment déterminer quels sont nos objectifs, qui on veut rejoindre, et puis quel est le profil type des gens qui vont vouloir profiter de nos services. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut vous aider beaucoup à l'interne, mais ça vous aide encore plus à l'externe parce que ça vous permet, si jamais vous avez des partenaires en communication, etc., ou des partenaires municipaux, ça vous permet de rendre concret vraiment, d'expliquer très brièvement qui est votre public cible. Puis les personas, les gens qui travaillent en marketing souvent connaissent ce concept-là, donc c'est un langage commun que vous pouvez utiliser avec ces gens-là. Donc, voilà pour les personas. J'ai presque fini pratiquement. Donc, ce que je vous inviterai à faire après cette séance, c'est à la maison. Encore une fois, c'est un travail facultatif qu'on va réviser dans la prochaine séance. C'est de créer votre propre persona pour votre organisation ou encore pour votre future organisation, si vous n'en avez pas, avec les données suivantes: l'âge, le genre, le statut social et revenu, le nom, la ville, et les intérêts. Donc là-dedans, on peut voir, par exemple, s'instruire, s'impliquer, acheter des produits ou participer à une offre philanthropique. C'est des exemples. Donc, je vous inviterai à faire ça pour la prochaine séance. J'espère que tout le monde va participer, puis on va pouvoir en parler et déterminer vraiment ce qui fonctionne moins dans ce genre de situation-là. On va parler de nos publics cibles, de mieux aussi déterminer nos objectifs. Et à partir de ces données-là, on va discuter ensemble sur qu'est-ce qu'on peut en conclure. Qu'est-ce qui, à partir de ces publics-là, qu'est-ce qui peut fonctionner en termes d'appel à l'action. Donc, c'est à peu près ce qui conclut notre formation sur ce plan-là. Je vais vous envoyer, d'ailleurs, ça, je vais vous envoyer une copie de ces informations-là pour demain. Si jamais, bon, on n'a pas de temps à discuter aussi à la prochaine séance, on va ajouter aussi du contenu là, qui va parler d'autres sujets fascinants et passionnants. Donc, n'hésitez pas à essayer cette création de persona-là. C'est vraiment intéressant et ça peut être très drôle aussi de temps en temps. Donc, si vous voulez bien, je passerai à la période de questions maintenant. Et puis, vous pouvez adresser vos questions à moi ou à Dominique si vous avez plus de questions à poser sur la production de filigrane et de métadonnées. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous savez comment? Sinon, vous pouvez juste prendre la parole si jamais vous voyez qu'il n'y a pas trop de surcharge. S'il vous plaît, faites pas juste parler tout en même temps. Ça va faciliter la tâche de tout le monde. Donc, voilà, vous pouvez poser vos questions à partir de maintenant. Ah, j'ai fait un pouce. Ah, J'ai une main levée en une seconde. De oui. Benoît Ravary, Monsieur Ravary, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'ai bien compris tantôt que tu étais pour renvoyer les deux enregistrements de celui-là puis de l'autre avant. Ça va être sur Vimeo. Donc, ça va être demain ou après-demain maximum, tout dépendant de comment la conversion se passe de mon côté. Puis, je vais vous envoyer le lien de la première séance et de la deuxième séance, du moins aux inscrits sur Vimeo. Vous allez voir, vous avez juste à cliquer sur le lien, puis vous allez l'avoir directement. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Dans le fond, je crée une persona à partir de ce que je vois, des données de mon audience. Donc, c'est qui aime ma page, qui est abonné et tout ça. Je me fais comme 2 personnes types. Puis après ça, on va pouvoir établir qu'est-ce qu'on fait en fonction des intérêts de ces personnes-là. Exactement. Exactement. Vous pouvez vous fier sur des données statistiques, mais c'est essentiellement aussi, il faut le dire, une approche qualitative. Donc, vous y allez avec votre intuition aussi, vous y allez avec ce que vous savez de vos membres et de votre public en général, puis vous créez ce persona-là. Vous pouvez le créer aussi en fonction de vos objectifs. Donc, si vous dites, moi, ce que je veux, c'est atteindre tel groupe de personnes qu'on n'arrive pas à atteindre en ce moment.
OK. Ça, c'est possible aussi. Là, je ne dis pas de faire 2 personnages, vous pouvez en faire juste un aussi si vous voulez. OK. Mais c'est vraiment, là, c'est un outil qui est assez flexible sur ce plan-là. Ça peut refléter vos objectifs ou la situation réelle de votre organisation. D'accord, merci. J'avais une autre question. Qu'est-ce que c'est quand on parle de l'audience? Est-ce que ce sont les gens qui mettent des j'aime sur notre page ou ce sont l'ensemble de nos abonnés? L'audience, c'est souvent l'ensemble de vos abonnés. OK. Puis, d'une manière plus marginale, je dirais que c'est également les gens qui voient vos publications. Donc, par exemple, si vous faites une publicité puis vous essayez d'atteindre le plus de gens possible, souvent, c'est des gens qui sont atteints, qui voient vos publications, mais qui ne sont pas abonnés nécessairement. De temps en temps aussi, il y a juste des publications suggérées où il y a des amis qui partagent vos publications. Puis ça se retrouve sur des feeds qu'on dit sur Facebook. Donc, c'est vraiment très large, cette conception-là. Mais de manière générale, quand on dit audience, c'est surtout vos abonnés et de temps en temps, un groupe beaucoup plus large de gens qui voient vos publications. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Donc, il nous reste encore 18 minutes, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez envie. Moi, j'ai peut-être une question pour Dominique. Sur juste pour une précision, sur les fichiers, là, j'ai vu que tous les fichiers d'image étaient en format TIFF, .tiff. Est-ce que Oui. c'est possible de mettre des métadonnées sur d'autres types de fichiers, sur d'autres types de photos? Principalement, les TIFF et les JPEG sont compatibles avec les métadonnées. Les autres, PNG, tout ça, je ne crois pas. Les EPS non plus. Et Merci le beaucoup. TIFF, pourquoi le TIFF? C'est que le TIFF est non destructible, c'est-à-dire que quand vous allez ouvrir et enregistrer à nouveau un fichier JPEG, à chaque fois, il y a une compression qui s'exécute, donc une perte de qualité. Un TIFF, quand vous l'enregistrez, il reste tel quel. Donc, c'est pour ça qu'on recommande toujours de conserver vos copies maîtres en TIFF versus un JPEG. Et si vous avez des appareils qui génèrent des JPEG, lors de l'importation puis de la renumérotation, convertissez en TIFF. Ça devient vos masters. C'est plus lourd, mais on a de moins en moins de problèmes avec l'espace de stockage maintenant. Donc, ça vaut la peine là, de faire cet effort-là. On recommande des images minimum de 3000 à 4000 pixels pour le plus long côté. Ça ne vaut pas la peine de numériser à 600 dpi là, pour avoir 6000 pixels, à moins que ce soit des documents vraiment très, très sensibles que vous ne voulez pas manipuler d'ici X mois ou X années. Là. Mais en général, là, la norme reste encore pour les petits centres, 3000 pixels pour le plus long coup. Merci beaucoup, Dominique. Donc, si je n'ai pas d'autres questions, je vais peut-être vous laisser encore 30 secondes, 25 secondes pour les questions. Sinon, on va terminer la séance maintenant. Donc, rappel encore, si vous n'êtes pas inscrit à la 3e séance, si vous êtes inscrit aux séances individuelles, vous pouvez le faire jusqu'à quelques jours avant la dernière séance. C'est possible quand même que qu'on voit les inscriptions à temps puis qu'on vous envoie le lien Zoom pour la 3e séance. Ça va se passer encore une fois. Oui, je vois que M. Ravary lève la main. As-tu la date de la 3e séance? Oui, une seconde, je regarde ça tout de suite parce que j'ai oublié. Mais c'est en février, à peu près la mi-février. Je pense que c'est autour du... Je ne dirais pas de conneries. Donc, le 21, c'est ça, voilà. Donc, je vais vous envoyer, je vais faire comme pour les séances précédentes. Si vous êtes inscrit à la 3e séance, je vais tout simplement vous inviter par courriel. Je vais vous envoyer le lien. Puis, je vais aussi vous envoyer dans les prochains jours des détails sur la séance d'aujourd'hui pour vous permettre de vraiment faire mettre ça dans une boule puis pouvoir vous en souvenir pour de bon. Et puis, les ressources, normalement, devraient rester en ligne pour un bon bout de temps. Oui. Lise. Oui. Une petite question par rapport au calendrier dans le Meta Business. Le fait on peut donc créer une publication d'avance.
Puis en l'installant vis-à-vis la bonne date, tout ce qu'on veut que ça apparaisse. Est-ce qu'on a aussi un jeu sur l'heure comme tel? Est-ce qu'il y a des heures stratégiques, je dirais, pour émettre une publication? Parce que là, les gens sont peut-être plus sur leur tablette, leur Facebook, des choses comme ça. Est-ce qu'on doit considérer l'heure aussi? Ah, ça, c'est un gros débat que j'ai eu avec plein de monde. Vous pouvez mettre la minute que vous voulez, pratiquement, sur le Ah oui, planificateur, ça c'est clair. OK, OK. Maintenant, je pense que Facebook fait encore ça. Il peut vous suggérer une heure optimale. Ah, OK. Donc, des fois, c'est 10 heures, des fois, c'est 18 heures, ça dépend du jour en question. OK. Moi, ce qui me concerne, dans toutes les organisations dans lesquelles j'ai géré des pages Facebook, peu importe l'heure de la journée, vraiment à partir de 6 heures, 7 heures, on voyait que ça montait très rapidement, puis ça faisait un espèce de plateau. Ah, Puis après 18 heures, 19 heures, là, ça descendait. Donc, les gens passent beaucoup de temps sur Facebook pendant la journée au bureau. Donc, ce n'est pas nécessairement quand ils sont à la maison qu'ils rentrent chez eux. Ça, c'est c'est souvent notre intuition nous dit ça. On est chez nous. Ah, tiens, je vais ouvrir Facebook. C'est le cas de plusieurs travailleurs, travailleuses, évidemment, qui n'ont pas accès à un ordinateur sur le lieu de travail, mais pour une vaste majorité des gens qui, du moins, consomment des produits ou du contenu à caractère culturel, c'est vraiment toute la journée. Ça fait peut-être un petit pic vers 18 heures. Mais c'est vraiment ça. Donc, toute la journée au complet, vous pouvez partager vos trucs. En général, ce qu'on aime, ce que les gens apprécient, c'est assez tôt le matin. Donc, si vous êtes employé, rémunéré, vous arrivez au bureau, vous publiez, vous programmez pour le lendemain matin, relativement tôt. Pour ça, c'est vraiment très utile dans certains cas assez spécifiques. Disons que c'est l'anniversaire de quelque chose. Disons que c'est l'anniversaire de l'ouverture d'un pont dans une grande ville. À ce moment-là, vous voulez être la première organisation à souligner cet anniversaire-là pour que les gens partagent votre contenu puis pas celui de l'organisation d'à oui. côté. Donc là, à ce moment-là, c'est très important de publier en premier, En très premier. tôt le matin. OK. Ou OK. encore vraiment un moment stratégique là, vers exactement 7h50 ou 8h pour être certain que les gens voient votre publication puis pas celles qui sont En publiées premier après. lieu. Donc, ça, OK. mais c'est pas nécessairement le cas. Moi, en ce qui me concerne, j'ai publié des choses à 14 heures qui ont très bien fonctionné. J'ai publié des choses très tôt le matin qui ont très bien fonctionné aussi. C'est clair que si vous partagez quelque chose à 4 heures du matin, c'est un peu plus. Généralement, c'est un peu moins efficace parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se rajouter par-dessus pendant la matinée. J'ajoute aussi que, bon, ça, c'est pour Facebook. Parce qu'une publication sur Facebook, ça dure quand même assez longtemps. Mais sur Twitter, par exemple, là, la durée de vie des tweets, en moyenne, est plus courte. Là, je dis en moyenne parce qu'il y a des tweets que les gens déterrent souvent qui datent de 4 ans. Si vous avez dit quelque chose d'embarrassant il y a 4 ans, il y a quelqu'un qui va vous trouver. Il va trouver votre vieux tweet. Mais en général, un tweet, ça ne dure pas très longtemps. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus important sur Twitter de publier à une heure stratégique, à une heure de grande écoute. Puis bon, maintenant, ça dépend aussi. Si vous avez un petit public français, ça se peut que ça fasse que votre publication soit populaire, qu'elle ait comme 2 durées de vie différentes dans la journée. Donc, oui, c'est important, mais ce n'est pas nécessairement si vital que ça. Ça dépend de la situation, ça dépend vraiment des habitudes de vie de vos abonnés et de tout le monde en général. Moi, j'ai juste un petit détail de plus. Quand vous êtes une petite organisation caractère historique, souvent, ça se peut que vous vous fassiez partager par une grosse organisation. Donc, à ce moment-là, en passant, je vois le commentaire, est-ce que c'est le cas aussi pour Instagram? Je pense que c'est à peu près semblable à Facebook. Je ne suis pas certain à 100%, mais je pense que c'est à peu près semblable. Pour ce qui est, à ce moment-là, si vous voulez être partagé par une grande organisation, je ne sais pas, un musée ou une chaîne YouTube très populaire, ben à ce moment-là aussi, il faut penser si ces gens-là si ces comptes-là sont opérés par des employés rémunérés, mais eux autres, ils ont une journée de 9 à 5 généralement. Donc, ils risquent plus de partager vos publications pendant leur heure de travail plutôt que le soir plus tard. Donc, ça, c'est un petit détail aussi à savoir, mais c'est le genre de truc qu'on ne peut pas vraiment déterminer à l'avance. Donc, c'est ça. Ça fait plaisir. Donc, peut-être qu'on a le temps pour une dernière question, si jamais ça vous tente. Sinon, on va arrêter là. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions en ce moment. Mais je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez apprécié l'exposé. Encore une fois, merci aussi à M. Dufour qui a été très utile ce soir. On se reparle bientôt, j'espère, le 21 février, si tout se passe bien. Donc, encore une fois,
je vais vous envoyer les courriels pour vous avertir de la prochaine séance et aussi pour vous envoyer le contenu dont on a parlé aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, à la prochaine et passez une très belle fin de soirée. Merci à tous.